Madame, Monsieur, merci de vous joindre au rendez-vous de l'analyse et des commentaires sur l'actualité politique et économique de la RDC. Grands enjeux vous souhaite, vous présente ses voeux, le meilleur pour l'année nouvelle et salue son invité. Merci d'avoir accepté notre invitation, Godfrey Talaboul. Merci monsieur le journaliste. Et nous saluons tous les spectateurs, les téléspectateurs, à qui nous disons aussi meilleurs vœux et bonne année 2024. Voilà, vous êtes un porte-parole de Constant Moutamba, candidat président de la République pour le compte de la dynamique progressiste et révolutionnaire, DIPRO, opposition républicaine. Alors, ça fait une grande charge. Comment en êtes-vous arrivé là? Merci beaucoup pour la question, tout de même. Être porte-parole d'un candidat président de la République, c'est une grande charge, comme vous l'avez dit, et effectivement. Maître Constant, c'est quelqu'un que j'ai connu depuis beaucoup d'années, et je dirais que c'est le destin qui nous a rapprochés. Nous partageons beaucoup en commun, et nous sommes tous deux issus des familles modestes. Nous sommes tous deux pratiquement de la même génération. Nous sommes tous deux issus des familles où les mamans ont joué des rôles très prépondérants. Nous sommes tous deux partageant une même passion qui est le Congo, la passion de servir le pays. Et nous avons pratiquement la même conviction, le même idéal politique qui est le panafricanisme et le nationalisme. Et nous partageons aussi quelques c'est qu'on dit hobbies. Il aime la musique, c'est un instrumentiste, moi idem. Et donc on se rapprochait autour des idéaux politiques dans différentes rencontres, moi du côté des bailleurs et lui du côté de la société civile avec nos GEC, et après du côté politique avec FCC. Et donc, là où la connexion est devenue assez forte, c'est quand j'ai senti en lui une certaine constance. Depuis que je l'ai découvert, je l'ai vu dans l'espace public en 2015, si je ne m'abuse, jusqu'en 2023, où nous nous sommes rapprochés de façon définitive pour faire route ensemble. J'ai remarqué justement cette constance qui m'a attiré, et je pense que c'est dont on a besoin en politique aujourd'hui. La constance dans ses convictions, la constance dans son idéal et la constance dans sa détermination. Et donc voilà comme ça pourquoi je me suis rapproché de lui, et il a vu de quoi j'étais capable et il m'a nommé son porte-parole pour être justement le coup de projecteur de sa pensée politique, de sa philosophie et de son idéal. Vous étiez donc aux premières loges dans ce processus électoral où vous, personnellement, vous avez aussi pris une part active parce que candidat. Dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous de ces élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, ainsi que les conseillers communaux en 2023 en République démocratique du Congo? Merci. Effectivement, si je dois porter une lecture sur ces élections, je mettrai plusieurs casquettes. Vous venez de le mentionner, je suis moi-même, où j'étais candidat, donc nous attendons les résultats. Candidat député provincial pour la circonscription d'Antsele, ville-province de Kinshasa. Et en tant que porte-parole d'un candidat président de la République, c'est une autre casquette. Et en tant que citoyen congolais, c'en est une autre. Et en tant que leader politique. Donc c'est le 4e cycle électoral dans notre pays. Et les 3 cycles précédents, moi je l'ai connu, où j'y étais impliqué comme partenaire au développement. Il s'agit évidemment de 2006, 2011, 2018. Exact. Ouais. Dans ma vie professionnelle récente, j'ai travaillé comme conseiller politique au sein de l'ambassade britannique ici à Kinshasa. Et donc, comme vous le savez, la Grande-Bretagne est l'un des pays des conseils de sécurité et de l'ONU, et donc un des grands contribuables en termes de développement, mais aussi en termes de sécurité avec la MONUSCO, et donc un pays très influent en termes de politique et de développement en RDC.
Et donc nous avons accompagné les élections, la RDC dans les différents processus électoraux. Et donc j'étais là, de ce côté. Maintenant, le vivre en tant qu'acteur, et sous plusieurs casquettes que je viens de mentionner, c'était une très belle expérience. Si maintenant je dois résumer mon analyse, je pense que c'est un cycle qui a connu beaucoup de problèmes au début. D'abord avec l'installation de la CENI, où il y a eu des compromis, des difficultés entre parties prenantes. Et justement, nous sommes arrivés à avoir un bureau qui a été installé avec un gros retard et qui avait un gros défi de maintenir son calendrier pour qu'on ne dépasse pas la date du 23 décembre. Qui est une date constitutionnelle du 20 décembre. Le 20 décembre, qui était, en fait, le mois de décembre, c'était le mois, la ligne rouge pour respecter la Constitution. Tout à fait. Alors, au milieu de ces défis, on a vu une CENI s'organiser activement pour que nous puissions avoir ces élections-là. Alors, côté population, nous avons vu un processus électoral avec moins de pression en termes de restriction de l'espace politique, contrairement au cycle précédent. On a vu les opposants aller dans différentes rencontres, dans différents meetings, sans en être inquiétés. On a vu les candidatures des différents acteurs politiques être reçus en bonne et due forme. Il n'y avait pas trop de tension là-dessus. Oui. Même les opposants que nous sommes, nous n'avons pas eu de problème quand on a déposé notre candidature. Nous, personnellement, nous avons sillonné tous les pays à la rencontre de nos populations, des citoyens congolais. Nous n'avons pas été inquiétés. Tout s'est passé calmement. Nous avons vu une police assez mature dans l'encadrement des foules, de la population. C'est vrai, nous signalons qu'il y a eu beaucoup de défis, et ces défis constituent un grand problème en termes de réflexion et de planification pour nous. Parce que depuis qu'on en tant que nation. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'assister à l'organisation des élections de 2006 où au moins 90% de l'appui logistique venait de Bayor. Exactement. Et depuis que nous avons pris le devant pour assurer la préparation logistique des élections, nous, en tant que pays souverain, nous devons fournir un grand effort pour la planification. C'est le deuxième cycle déjà. Exactement. Oui. C'est le deuxième. Non, le troisième après. 2011, on était déjà pratiquement sevrés. 2018, on était totalement sevrés. Et maintenant 2023. Alors là, les nouvelles ne sont pas bonnes parce que nous n'améliorons pas en termes de planning. Vous savez, quand on dit que les budgets triennales, ainsi de suite, on doit toujours savoir que dans 5 ans, il y aura des élections. On doit préparer logistiquement pour qu'on ne soit pas surpris et qu'on ne fasse pas des choses à la va-vite en dernière minute. Parce qu'une défaillance logistique dans la préparation des élections peut engendrer justement des contentieux énormes jusqu'à apporter préjudice à la cohésion, à la paix sociale post-électorale. Exactement, c'est un peu comme un accouchement, c'est-à-dire quand une femme tombe enceinte, c'est tout un processus, donc on ne va pas préparer l'accouchement au 9e mois quand même. Tout à fait, exactement. Donc côté logistique, ce sont des défis, peut-être nous en parlerons, où je peux dire en âme et conscience qu'on a quand même régressé, donc ça n'a pas été facile. Évidemment, il y a plusieurs raisons. Le bureau n'ayant pas eu suffisamment de temps, les pays étant confrontés par la guerre à l'Est, les pays sortant d'une Covid, une pandémie qui nous a aussi plombé sur les plans économiques. Donc, il y a des raisons qui expliquent cela, mais je crois que gouverner, c'est prévoir, sont des choses qu'on doit regarder dans le sens d'améliorer. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons vu une population aller vers sa maturation, une population qui interpelle les leaders qui reviennent demander leur voix. Une population qui fait une analyse de sa situation sociale, politique, économique et qui se décide de sanctionner. Dans ma circonscription, quand j'ai sillonné dans différents coins et recoins de l'Antsélé, quand j'ai porté mon discours, le peuple était tout à fait déterminé à me dire que ceux qu'ils ont élus en 2018, peut-être il y en a aussi qui étaient élus en 2011, qui a reçu les mandats encore en 2018, ne seront pas réélus en 2023, peu importe l'investissement en temps, en argent, en moyens, en logistique qu'ils mettront. Mais ça, c'est un peu symptomatique des élections dans notre pays. Je me demande bien si c'est dû à quoi. Il est difficile que 20% des élus précédents se fassent réélire. Effectivement, et ça doit poser beaucoup de questions. Déjà à ces élus-là, mais aussi à ceux qui prétendent rejoindre l'hémicycle ou encore les assemblées provinciales. Et la bonne nouvelle, c'est que
c'est le peuple qui a le pouvoir de sanctionner, qui les sanctionne. Donc, si vous avez compris la psychologie de cette population, il faut faire avec. Et cette population n'est plus celle de 2006 où on utilisait la fibre linguistique, la fibre ethnique, ou encore on utilisait son état d'appauvrissement pour monnayer les voix. Aujourd'hui, cette population peut bouffer de ton argent, prendre ton t-shirt, ton pagne, tout ce que tu mets comme bouffe, et aller aux urnes et voter quelqu'un d'autre qui a peut-être porté un discours ou avec qui il y a eu une connexion. Oui, mais c'est là que la question, on peut faire quand même une étude, une analyse pour comprendre. Parce que vous voyez, que ce soit dans les centres urbains ou plus loin, c'est vrai que le lecteur, il en demande. Il demande un t-shirt, il demande de l'argent, il demande de la nourriture, et il peut en recevoir pour autant de candidats à la fois. Mais à la fin, il va élire pour une personne. Mais pour qui est-ce qu'il va élire? C'est là où je dis, et ça c'est mon expérience, ouais. Et c'était une première expérience pour moi, je me suis dit, il faut aller avec son cœur, il faut parler, il faut d'abord aller à la rencontre de la population. Beaucoup de députés aujourd'hui, j'ai compris, ne font pas de campagne. Ils mettent des affiches, ils mettent des banderoles, ils jettent des t-shirts comme nous venons de le dire, mais la campagne, pour quelqu'un qui prétend être le porte-voix d'une communauté, d'une circonscription, d'un électorat, il faut aller à la rencontre de cet électorat. Il faut avoir un discours, parler aux gens. Il faut se faire connaître et connaître cet électorat dans les plus petits détails. Et c'est cette connexion, moi je l'ai vécu, qui permet à ce que les indécis puissent prendre une décision. Parce que dans notre électorat, il y a des gens qui sont déjà convaincus que moi je voterai pour John. Moi je voterai pour tel. Mais il y a aussi beaucoup qui peuvent trouver ou questionner leur choix parce qu'ils ont entendu un discours qu'ils n'ont jamais entendu. Et ils se sont identifiés à ce discours. Nous allons parler justement du camarade président Maître Constant Moutamba. C'était ça son point fort. Partout où il a sillonné, ce qui a fait de lui, là où il s'est démarqué avec les autres candidats, pendant que certains étaient dans des guerres, des diatribes et tout, lui il est resté cohérent avec un discours qui a porté et dont la population a tiré beaucoup de bénéfices. Justement, qu'est-ce qui a fait la spécificité du candidat Constant Moutamba? Justement, c'est d'abord un candidat le plus jeune, un candidat très jeune, un candidat très dynamique, un candidat, comme je l'ai dit, constant, comme le nom l'indique. Ça rime bien. Voilà, un candidat déterminé et un candidat vrai. Et sa force réside justement dans son offre politique. Il a pris le temps de préparer et de se préparer. Et avant de commencer la campagne ou avant d'écrire cette offre politique, il s'est exercé à aller à la rencontre des différentes couches de la population. Il a organisé des meetings publics, jusqu'en Dipro est né, un groupe de partis politiques qui ont formé ce regroupement qu'on appelle la dynamique progressiste et révolutionnaire. La stratégie était, nous allons nous présenter auprès de la population. Pourquoi? Parce qu'il y a une large frange de la population qui est en manque de repères. Ouais. Et cette population, c'est cette population qui ne se retrouve pas dans la Constitution ou dans les réformes institutionnelles émanant de 1+4 ou encore de 2006. Ouais. Et c'est cette population de jeunes, en grande partie, qui compose 60-70% de notre électorat, qui n'a pas vécu les 1+4, qui est né en début de notre ère démocratique et qui pose des questions de fond sur leur devenir en tant que nation et qui n'ont pas encore trouvé des réponses. Alors lui, il s'est porté comme le répondant de cette population. Et c'était ça sa stratégie. Il fallait maintenant aller à la rencontre de cette population. Et elle est où cette population? Elle est dans des universités, elle est dans les milieux professionnels de jeunes, elle est dans l'entrepreneuriat, mais il est aussi dans les milieux de jeunes désœuvrés. Il est aussi dans des communautés, les quartiers, les coins les plus reculés et marginalisés. Donc c'était son choix. Nous sommes allés vers eux, il a parlé, il s'est présenté et il a porté les discours de la rupture. Et c'est les discours qui étaient les plus importants parce qu'avec la rupture, tout le monde se disait, tiens, bientôt cette constitution, ou les institutions qui fondent notre État et qui se préparent à la construction de notre nation, vont totaliser 18 ans. Et c'est déjà la majorité. Et il faut repenser, il faut questionner le contexte
de ces institutions? D'où sont-elles venues? Qu'est-ce qu'elles nous ont apporté jusque-là? Faut-il les réformer? Faut-il les modifier? Est-ce que c'est l'appareil qu'il faut pour aller vers l'émergence et le progrès? Et ce sont ces questions sur lesquelles il a eu à débattre avec la population. Et ce n'était pas seulement les meetings publics. Il a organisé des spaces. Il était même invité dans plusieurs spaces sur Twitter, sur les réseaux sociaux, où il s'est exprimé. Et il a recueilli les désidérata de la population et il a coulé ça sous forme d'offre politique. C'est avec cette offre qu'il est allé maintenant pendant la campagne ramener auprès du souverain primaire pour obtenir les quitus et évidemment obtenir leur adhésion. Mais est-ce que prôner la rupture, est-ce que c'est n'est pas simplement avoir des éléments de langage pour se démarquer dans une période de propagande électorale? On peut dire c'est juste un discours fait sur mesure pour rencontrer l'assentiment de la population. Évidemment, ça peut l'être quand on est dans l'optique de la campagne démagogique et quand on veut peut-être faire le théâtre politique. Mais quand vous regardez l'homme, nous parlons ici de la constance qui rime avec son nom constant. Pour ceux qui le connaissent depuis l'école secondaire jusqu'à l'université, il est contemporain, donc il a terminé l'université à l'heure des smartphones, donc ses amis de l'université sont là, ils peuvent témoigner. C'est quelqu'un qui a un idéal. Et cet idéal a atteint un point de révolte. Parce qu'il a compris que pour atteindre cet idéal, il faut qu'il y ait un sentiment communément partagé de révolte. Révolte qui amène à la rupture. Pourquoi? Justement parce que le pays est en train d'aller à une direction où si la génération aujourd'hui ne prend pas les choses en main, c'est elle qui en périra, elle et les enfants issus d'elle, la génération qui vient après. Et les gens, la génération des aînés qui justement nous pilote, a fait des preuves qu'elle a pu. Elle nous a sorti d'un point donné et nous avons senti, il a senti comme si cette génération commençait à s'essouffler. Oui. Elle a donné le meilleur d'elle. On a traversé des moments très difficiles dans l'histoire de notre pays. On a traversé une longue dictature. On a traversé des guerres civiles. On a traversé de longues transitions démocratiques. On a traversé des moments où on a singé même des systèmes politiques étrangers. On a traversé des moments où on nous a imposé un leadership politique. Et là, on commence à manquer de repères en tant que nation. Et quand les choses ne vont pas, comme dit le grand écrivain nigérian Chinua Achebe, à un moment donné, il faut arrêter. Ouais, when things fall apart, il faut arrêter et faire une rupture. Poser les bases, penser la refondation et aller sur une nouvelle direction. Et c'est ça la philosophie de Maître Constant. Et c'est cette constance-là de défendre la patrie depuis qu'il est jeune, de suivre les pas de Lumumba depuis qu'il est jeune, c'est ce qui amène aujourd'hui, qui donne sens à son combat politique. Et ce combat ne peut être que le combat de la rupture, parce qu'on est en train de prendre une mauvaise direction qui risque d'impacter énormément sur notre génération et les générations à venir. Mais cette rupture mise à l'épreuve du terrain, n'a-t-elle pas plutôt généré une fracture entre lui et la population cible, dans la mesure où il s'est retrouvé 6e d'une élection présidentielle et bien loin des grands scores? Pour nous, il n'était pas question des scores. Pour nous, pour lui particulièrement, il était question de communier et de porter l'offre à la population, parce que c'était leur offre. C'était question de confiance, de défendre l'étendard qu'il a reçu d'eux et de porter plus haut les aspirations pour que tous ceux qui lui ont fait confiance puissent partager ce moment-là. Pour lui, c'était un exercice de confiance et la confiance a été établie avec cette population. Vous savez, la relève se prépare. Nous sommes de ceux qui pensons que l'ère de l'homme providentiel ou encore de l'homme politique imposé de l'extérieur
est révolue. Totalement révolue. Tout acteur, toute classe politique se prépare. Et il inscrit sa démarche dans cette optique-là. Et la rupture est venue justement pour présenter une nouvelle classe politique sur laquelle le Congo de demain devrait compter. Et nous mettre en 6e position au milieu des caïmans qui ont eu à gérer, qui sont en âge politique et en âge biologique de loin avancé, qui ont une longue expérience en politique, nous positionner en 6e place, c'est une victoire en fait. Ce n'est pas du tout un échec et nous en sommes fiers. D'ailleurs, nous remercions la population, en particulier les jeunes qui ont cru en Maître Constant et qui continuent à les soutenir. Pour nous, c'est un début de commencement et les bonnes choses se profilent à l'horizon. Constant Mutamba a aussi innové en ce sens que, alors que les challengers, d'autres challengers avaient versé dans la critique, fustigeant la fraude électorale, lui a reconnu les grands écarts désormais entre Tshisekedi et les autres, et donc a été pratiquement les premiers à pouvoir reconnaître l'élection de Tshisekedi, les premiers candidats, donc challenger. Alors, pour certains, il ne fallait pas le faire parce que ça ne paraît pas bien. C'est comme si il a permis à un adversaire de se conforter, alors que jusqu'à ce jour, pour d'autres, cette élection a été entachée. L'élection présidentielle a été entachée de beaucoup de fraudes. Je crois qu'il faut comprendre cela dans le sens de ce que le projet de Maître Constant et de la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO, à la base, nous sommes une opposition républicaine. Et c'est ça aussi l'innovation que cette génération, la nouvelle génération que nous voulons imposer à notre classe politique devrait faire avec. Une opposition républicaine veut dire quoi? Nous croyons à la République. Nous croyons aux institutions qui émanent d'un compromis politique entre les différents acteurs politiques, entre la population. Nous avons un texte fondateur qui est la Constitution et nous essayons de respecter au maximum parce que c'est le socle de notre République. C'est dans cet esprit que la dynamique progressiste et révolutionnaire a accepté, pendant que les opposants ou d'autres politiciens tiraient sur le processus électoral, oubliant qu'ils faisaient les lits d'un potentiel report des élections qui constituerait au finish une crise constitutionnelle. Exact, ils ont préparé la crise en amont et en aval. Cette nouvelle génération, cette nouvelle classe politique a pris tout le sens des responsabilités pour dire non. Si nous devons faire des réformes, c'est dans le cadre, à l'intérieur des institutions. Nous allons, 1, respecter les cycles quinquennaux des élections. Nous allons, 2, défendre la Constitution parce que la République est au-delà de nos appétits et de nos opinions politiques. C'est comme ça qu'on a souscrit à la démarche d'appuyer la mise en place du bureau de la CENI ainsi que l'enclenchement du processus électoral qui nous a vus aller jusqu'aux élections. Donc, en tant que républicains, nous avons travaillé pour que les lois qui nous régentent puissent être au-dessus de toute action politique, ainsi de suite. Avec ça, vous comprenez que on n'est pas dans la politique des contestations puériles et gratuites, parce que derrière toute contestation, il y a toujours ces désirs de se retrouver sur une table et de partager le gâteau. Exact. Nous sommes plutôt dans la dynamique de dire que la République est plus grande que tous. Le Congo est plus grand que tous. Nous devons travailler pour renforcer les institutions et le renforcement des institutions arrive au fur et à mesure que nous nous exerçons à travers nos droits civiques et politiques jusqu'à atteindre la maturation, aussi bien du côté des acteurs politiques que du côté de la population. Et c'est dans cette lignée que la DIPRO s'inscrit et je crois que ça a marché et aujourd'hui nous avons eu des élections et nous pensons que les imperfections d'aujourd'hui feront l'objet d'analyse pour
qu'il y ait amélioration en 2028. La DIPRO se veut une opposition républicaine. Est-ce à dire que elle va rester dans l'opposition durant tous ses mandats? Elle peut aussi être intéressée par les institutions ou comment? Déjà, l'opposition républicaine est une institution consacrée par la Constitution. Et l'opposition ne veut pas dire nous sommes en dehors. Parce que nous, pour ceux qui seront élus, nos députés vont siéger au sein des institutions, comme les parlements, l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que les assemblées provinciales. Ouais. Donc, automatiquement, nous allons travailler pour l'équilibre socio-économique et politique de notre pays. Donc, ce sont des mandataires qui vont porter la voix de leur électorat. Alors, nous sommes opposition républicaine, ça veut dire nous allons rester, nous allons observer la majorité au pouvoir et nous allons décrier la mégestion, les antivaleurs, et nous allons proposer, nous avons déjà notre alternative sur la base de laquelle la population pourrait nous donner la chance de gérer. Parce que qui dit opposition dit justement cette organisation qui est en dehors du pouvoir, mais qui a pour rôle de veiller à ce que ceux qui gèrent ne puissent pas en abuser. Donc nous, jusque-là, nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous allons continuer notre combat dans l'opposition. Mais comme l'a dit Maître Constant Moutamba lors de son point de presse, où il a tenu récemment à féliciter son challenger qui avait laissé un grand écart qui serait après confirmé par l'organe électoral. Donc il a dit qu'au moment opportun, il rentrera vers la base et il écoutera la voix de la base. Si il faut accompagner ou travailler avec la majorité qui sera constituée, si nous devrions être partie prenante de cette majorité ou pas, tout dépendra. Parce que si nous sommes largement élus au niveau des législatives, c'est nous qui prendrions le devant pour constituer une majorité qui travaillera avec le chef de l'État qui a déjà été provisoirement proclamé. Mais si on arrivait qu'on soit une minorité, c'est en ce moment-là qu'on décidera, est-ce qu'on nous tendra la main, est-ce qu'on va accepter cette main, ou nous allons nous contenter d'être du côté de l'opposition et préparer et affûter nos armes pour les échéances à venir. Oui, vous êtes acteur de la scène politique congolaise, vous êtes un intellectuel. Lorsque on considère le premier mandat de Félix Tshisekedi qui a été assez mouvementé, il faut le dire, et qu'à présent, un deuxième mandat lui a été confié. Pour vous, qu'est-ce qui serait comme priorité par rapport à la rencontre nécessaire avec les besoins de la population congolaise? Bon, je ne peux que dire ce que nous pensons, notre offre politique, c'est que nous propose. Si c'était nous, et nous pensons que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devient le président pour tout le monde, comme il a dit, il va tendre la main à tout le monde. Tendre la main, ce n'est pas forcément appeler les gens pour qu'on travaille ensemble, mais c'est plutôt tendre l'oreille et obtenir aussi des idées des uns des autres pour renforcer son action et proposer à la population une alternative tant attendue. Si nous devrions lui dire un mot, le premier mot serait qu'il aime un peu plus les Congolais et le Congo. Je crois que notre classe politique souffre énormément d'un problème d'identité. Et l'identité politicienne, en fait, c'est définie d'abord par la qualité de l'amour que les acteurs politiques ont vis-à-vis de la population et de leur pays. L'amour est très important parce que quand on aime les Congolais, on aime le Congo, toute action politique, toute décision politique est prise dans le sens de promouvoir les intérêts de ceux qu'on aime et de cette entité qu'on dirige. C'est comme ça que Maître Constant insiste souvent
que l'histoire glorieuse, en paraphrasant Lumumba, de notre pays ne s'écrirait pas par d'autres personnes, ni l'aide au développement, ni un partenaire bilatéral ou multilatéral, mais ça s'écrirait ici au Congo, par les Congolais, avec les moyens des Congolais. Mais sans vous interrompre, j'ai eu l'impression que de plus en plus, le président réélu provisoirement a rejoint ses discours. Parce que vers la fin, j'avais l'impression qu'il était devenu catégorique. Et lui qui, au début, était peut-être, paraissait les chouchous de la communauté internationale, je me demandais s'il ne s'était pas radicalisé, en fin de compte, quoi. Non, mais c'est ce qui nous réjouit, en fait. Je l'ai constaté aussi pendant sa campagne, je ne me rappelle plus, ça devait être vers le Grand Bandundu, où, justement, il a levé le ton en tant que commandant en chef sur la question sécuritaire. Vous savez, Maître Constant a été diabolisé. On l'a traité de bouffon, on l'a traité de comédien quand il a lancé l'offre de la rupture avec l'arrestation du président d'un des pays voisins au nôtre. Je cite M. Kagame. Quand il a dit, les gens l'ont pris pour un fou. Mais j'étais content d'entendre le chef de l'État à 2-3 reprises, jusqu'à une interview où il dit, dès qu'il y a moindre, ils sauront de quelle bonne mouche au fond. En fait, c'est cela, aimer le Congo et les Congolais. On n'a pas eu ces discours-là depuis un certain temps. Beaucoup de gens peuvent dire que c'est pour le besoin de la campagne. Non, le fait de le dire, tu deviens lié à tes propos. Et la population t'observe. Et ça te condamne. Parce qu'en fait, comme disent les Anglais, you fake it until you make it. Et de plus en plus, nous les voyons sur terrain. Quand nous regardons le plan, la réforme de l'armée, nous voyons une volonté déterminée de nous amener vers la restauration de la paix, surtout dans la partie de l'Est. Quand nous voyons les efforts diplomatiques qu'il a fournis en peu de temps, nous comprenons en fait, ce qu'il ne disait pas, il le pensait. Et peut-être qu'il l'a dit parce qu'il devait aller à la rencontre et donner son bilan, et on comprend. Donc, il nous a rejoints. Et nous continuons à le dire, nous sommes très contents, et nous lui souhaitons vraiment un plein succès, grand succès pour ce quinquennat. C'est un quinquennat de tous les enjeux, où il a le choix de devenir cet homme historique qui demain sera un héros de notre nation. Il a le choix d'entrer dans l'histoire de notre pays à travers les réformes, mais alors des réformes audacieuses qui vont enclencher le processus de la refondation de notre nation. Et ne peut accepter de mener ces réformes que la personne qui porte l'amour pour les Congolais et la nation. Parce que ce sont des réformes qui vont certainement rencontrer l'assentiment ou les réactions de beaucoup de personnes, y compris la communauté internationale. Certainement. Donc, alors, il faut qu'il ait cette détermination, ce courage, et nous lui disons que nous, en tant que nationalistes panafricains, nous serons toujours derrière tous les efforts qu'il pourra déployer pour ramener la RDC au rang qu'il occupait aux années 70, début 80. Parce que nous pensons que nous avons tout, mais alors tout, pour être cette gâchette sur laquelle on appuie pour que le développement de l'Afrique puisse être enclenché. La fameuse gâchette de Frantz Fanon. Exactement. Donc nous lui disons, chef de l'État, nous avons félicité en tant que DIPRO. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Vous avez connu beaucoup de difficultés lors de votre premier quinquennat, des difficultés que vous avez surmontées grâce à votre magnanimité, votre intelligence, votre perspicacité politique. Et maintenant, vous avez été plébiscité par la population. Cette confiance mérite justement un retour surprenant. Et ce retour surprenant, c'est dans l'amélioration des conditions de vie, c'est dans la restauration de la paix, c'est dans la protection des frontières, c'est dans la production économique, c'est aussi dans la restauration de notre place en tant que nation dans le concert des nations. Et ça, nous ne pouvons pas louper cela parce que le peuple vous attend après 5 ans sur cette arène. D'accord. Alors,
on tend progressivement vers la fin de cette émission. Alors, pour revenir sur votre candidat, en fait, je veux dire, Constant Mutamba, dont vous êtes porte-parole. Aujourd'hui, après on va dire, cette tournée, parce qu'il est allé vraiment à la rencontre, il a fait les trois quarts du pays, pendant que pas mal de candidats ont battu campagne, candidats présidents ont battu campagne entre la commune de Kinshasa et la commune de Maloko. Cette rencontre, j'imagine qu'elle doit lui avoir apporté aussi des responsabilités à ces jours. En effet, oui. Nous parlons ici d'un jeune candidat de 35 ans d'âge et qui sort de l'ordinaire. Il est extraordinaire. Et c'est à 25 ans qu'il a commencé la carrière politique active. Un jeune qui sortait de l'université, qui se retrouve dans un cabinet d'un commissaire spécial ou un gouverneur, mais il avait un destin en lui. Et c'est ce destin qui se concrétise au jour le jour. Et lui-même le vit chaque jour, à tel point que la population, partout où il est passé, est arrivée à le surnommer Lumumba II. Donc, chaque année lui apporte une expérience supplémentaire, une maturité et un sens de responsabilité. Aujourd'hui, il préside sur une grande plateforme de l'opposition, la plus grande force de l'opposition, la deuxième, qui est alignée plus de 3400 candidats à tous les scrutins. Et vous voyez que avec ça, ça demande un autre niveau de responsabilité. Et parcourir 3/4 de la République à la rencontre du peuple, de la population, prendre les bateaux, les avions, la route, la moto, le vélo et parfois marcher à pied, c'est une expérience à ne jamais oublier, mais une expérience qui constitue un gage, qui constitue un dépôt, qui constitue une garantie qui lui permet d'aller devant et affronter les défis à venir. Il continuera à gérer sa plateforme politique, son autre regroupement d'IPRO, mais en même temps, il se prépare à d'autres grandes responsabilités parce que le peuple a compris que c'est une relève qui se prépare et qui commence déjà à s'assurer que la génération qui est en train de passer ne puisse pas laisser un vide, mais qu'il y ait une autre génération qui vient et dont la mission sera portée par lui et qui va assumer cette mission-là de nous amener vers la prospérité et surtout d'accomplir les rêves de notre ancêtre, notre père fondateur qui est Patrice Emery Lumumba. Nous souhaitons à Lumumba 2 d'aller plus loin que Lumumba 1 en tout cas. Voilà, Godfrey Talabou, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais peut-être un mot pour terminer. En guise de mot de la fin, je commencerai d'abord par remercier le camarade président maître Constant Mutamba qui a daigné me choisir comme celui qui pourrait donner un coup de projecteur à ses idées, à sa vision politique, mais aussi à son message, à son offre politique. Je voudrais aussi remercier tous les cadres et tous les camarades progressistes et révolutionnaires de la DIPRO pour l'unité et pour la détermination, pour l'esprit de la révolution que nous partageons en commun sous le leadership de Maître Constant. Et enfin, je voudrais remercier toute la population congolaise qui nous a fait confiance, qui a fait confiance à un jeune candidat parce qu'elle s'est identifiée en lui, elle a compris son message, qui d'ailleurs était le résumé de ses desiderata, et qui l'a voté massivement jusqu'à faire de lui le 6e candidat en termes d'ordre à la fin de la course de la présidentielle de 2023. Et pour finir, je voudrais inviter cette même population à rester très vigilante et très engagée dans les questions politiques parce qu'il y a les charognards
il y a les politiciens en perte de vitesse, il y a des perdants de mauvais goût qui vont venir avec des discours incendiaires, qui vont instrumentaliser à coups de billets, qui vont toucher la fibre régionale, ethnique et dialecte, qui vont mobiliser pour embraser le pays, pour mettre le pays à feu et à sang. Ce peuple qui a démontré sa maturité lors du scrutin du 20 décembre, nous avons confiance en lui et nous lui demandons de rester très vigilant et d'accompagner ceux qui ont été dûment élus, d'accompagner ceux qui vont être proclamés députés et conseillers municipaux, parce qu'en tout et pour tout, c'est notre pays qui est plus grand que nous tous, que nos appétits politiques, que nos ambitions politiques. Et ce pays-là, nous n'avons que lui, nous ne pouvons pas le brûler quand nous ne nous mettons pas d'accord autour de nos opinions ou de nos avis politiques. Donc restons unis, que 2024 soit une meilleure année pour tous. Merci. Merci à vous qui nous suivez de partout. À très bientôt et au revoir. Au revoir.